Situation au Proche-Orient, en Syrie, mais aussi guerre en Ukraine. À quelques semaines de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, les sujets ne manquent pas pour les ministres des Affaires étrangères européens réunis aujourd'hui à Bruxelles. Bonjour Florent Rodeau. Bonjour Pauline. Des Européens d'abord pour évoquer le sujet syrien qui annonce l'envoi de l'un de leurs représentants à Damas dans les jours à venir. Oui, dans les jours à venir, on ne sait pas encore exactement quand. Une chose est sûre, ces prises de contact avec le nouveau pouvoir syrien, elles se multiplient, notamment du côté de la France. On l'a appris ces dernières heures. Il y aura une mission diplomatique française qui se rendra à Damas. Ce sera la première depuis 12 ans. Alors, pas le ministre Jean-Noël Barrot lui-même, mais donc, a priori, 4 diplomates français qui se rendront donc dans la capitale syrienne pour établir des premiers contacts. C'est ce que nous dit ce matin le Quai d'Orsay, des déclarations bien différentes de celles d'il y a 2 ans et demi, lorsque les talibans étaient revenus au pouvoir en Afghanistan. On s'en souvient, on en avait beaucoup parlé sur notre antenne. Visite qui s'inscrit dans un mouvement plus général de prise de contact. Plusieurs chancelleries s'étaient tout d'abord montrées réticentes à le faire. Et puis finalement, la réelle politique, c'est ça, prendre contact, discuter avec des gens qui ne sont pas de votre sensibilité pour tout simplement ne pas perdre vos intérêts dans le pays. C'est plutôt de bonne guerre. On parlait de ces chancelleries qui ont désormais pris contact. C'est notamment le cas des États-Unis. Anthony Blinken nous l'a dit hier, le chef de la diplomatie américaine. Washington a désormais un contact direct avec HTC. Hayat Tahrir al-Sham, qui est donc ce groupe emmené par les islamistes, qui a donc chassé le clan Assad, qui était donc au pouvoir depuis 5 décennies là-bas. Hier, image importante, et on va la découvrir, c'est l'ONU qui s'est rendue en Syrie dans une nouvelle démarche d'acceptation, de notabilisation du nouveau pouvoir syrien HTC, qui a donc fait des belles promesses sur le papier. Les Syriens seront tous égaux, les femmes pourront continuer à étudier, les journalistes pourront continuer à étudier, évidemment, à travailler, pardonnez-moi. Ils peuvent également étudier s'ils en ont envie. Évidemment, pour le nouveau pouvoir syrien, il faut paraître fréquentable et ça marche pour l'instant. Un mot également de la Turquie qui a rouvert hier son ambassade. La Turquie qui a sur son territoire plus de 3 millions de réfugiés syriens, ce qui a souvent été un problème de politique intérieure pour Recep Tayyip Erdogan. On a d'ailleurs les premiers chiffres. Hier, plus de 7600 Syriens seraient passés de l'autre côté de la frontière. Beaucoup attendent, bien sûr, en Turquie de savoir ce qu'est aujourd'hui leur maison, leur quartier. Ils attendent des nouvelles de leurs proches qui parfois y vont en éclaireur avant de prévenir le reste de la famille. Pour revenir aux Européens et à ce dont il va être question aujourd'hui à Bruxelles, on parlera donc de la Syrie, on l'a dit, du Proche-Orient sans doute plus largement, mais aussi de l'Ukraine, gros dossier. Oui, et bien sûr, si on parle de ça, c'est qu'en toile de fond, dans 5 semaines, Donald Trump revient à la Maison-Blanche. On rappelle que pendant la campagne, le président américain avait dit vouloir régler cette question en 24 heures. Alors, c'est peut-être une nouvelle facétie de Donald Trump. Une chose est sûre, il veut régler au plus vite cette question. Juste avant ce sommet à Bruxelles aujourd'hui, l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie s'est exprimé. C'était hier. Keith Kellogg, on va peut-être découvrir cette déclaration à l'antenne. Je crois vraiment que la situation sera résolue dans les prochains mois. La seule personne qui peut y parvenir est le président Trump et il le fera. Ils en ont marre de s'entretuer. Il est grand temps. Comprenez, les Russes et les Ukrainiens n'arrivent pas à trouver une solution et du coup ils s'entretuent et ils ont donc besoin de Donald Trump pour arriver à une solution. En fait, pour le président américain, et on le sait depuis plusieurs semaines, l'intérêt ce n'est pas que les Ukrainiens sortent d'une issue favorable à l'issue de cet accord, c'est de dire que lui, il a mis fin à cette guerre. C'est le grand propos de Donald Trump ces derniers mois. Pour répondre à votre question, quand on parle des Européens, il y a toujours ce double volet capacité et volonté. Niveau capacité, tout d'abord, les Européens, ils offrent aujourd'hui 40 à 45% de l'aide totale à l'Ukraine. Sensiblement pareil pour les Américains, entre 40 et 45%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Américains cessent demain toute aide à l'Ukraine, les Européens devraient combler ce trou de 40 à 45%. Ça veut dire qu'ils devraient doubler leur aide, une aide, et on le voit sur le terrain, qui n'est pas suffisante pour inverser le rapport de force. Il faut bien dire, ici en Europe, beaucoup de pays européens ont l'impression que cet argent est finalement mal dépensé, qu'il ne permettra pas une victoire militaire de l'Ukraine. Il y a ensuite la volonté, Pauline, malgré les déclarations volontaristes, notamment d'Emmanuel Macron, le constat il est là, les Européens ne sont pas passés en économie de guerre, comme ça avait pu être le cas notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, des Européens qui réfléchissent désormais non pas à l'envoi de troupes combattantes, comme ça avait été évoqué par le président français, mais de troupes de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, des déclarations bien loin de la volonté initiale des Européens.
On suivra ce qui se dira aujourd'hui à Bruxelles. Merci beaucoup, Florent.